Ok, c'est bon, tu peux y aller. Bon, bien, bonjour, bienvenue à notre présentation sur CDI, mis en pratique avec SimSocial et WeldOSGI. On va commencer. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Antoine Sabot-Durand, je suis expert JavaE depuis 16 ans. Je travaille chez Ypon Technologies et j'interviens également sur des projets open source. Le projet SimSocial dont on va parler évidemment aujourd'hui. Je suis également committeur sur le projet Apache Delta Spike et je participe à l'expert group sur CDI 1.1, la fameuse JSR 346. Alors, comme je suis salarié Ypon, je vais vous faire un tout petit peu de pub pour Ypon. Donc, c'est une société de services, un cabinet d'expertise sur JavaE, installé à Paris, qui a les domaines de compétences que vous voyez là, et qui est présent sur Devox. Donc, si vous avez envie de faire un tour et de voir à quoi ressemble Ypon Technologies et faire une partie de baby-foot, le stand est dans le coin à droite en sortant. Ok, donc bonjour à tous, moi je m'appelle Mathieu Ancelin, donc je suis également développeur Java à Serly. Donc durant mon travail à Serly, j'ai eu l'occasion de travailler également. J'ai eu l'occasion de travailler sur des projets open source tels que Jonas, Glassfish et plus récemment sur le projet Weld et le projet JBoss AS7. Je suis également membre de l'équipe du Poitou-Charentes Jug. Donc le Poitou-Charentes Jug, c'est également le Jug qui propose la journée du Jug Summer Camp. Donc c'est une journée complète de conférences à La Rochelle, très sympa. Donc je vous recommande de venir si vous pouvez. Donc, comme Antoine, je fais partie de l'expert groupe de CDI 1.1, donc la JSR 346. Et si vous êtes addict Twitter, ce qui serait pas mal vu le sujet de la présentation, vous pouvez me suivre sur Twitter. Donc, quelques mots sur Serly. Donc, Serly, c'est une société de conseil et d'ingénierie en système d'information basée près de Poitiers, à côté du Futuroscope. Donc, c'est une petite entreprise, on est 65 employés et on fait 80% de projets en Java. Donc une de nos particularités, c'est qu'on contribue à des projets open source. Donc on donne à peu près 10% de notre force de travail à des projets open source, donc tels que Glassfish, Ceylon, Weld, Infinispan et d'autres. Et donc on parle dans pas mal de conférences. Nous sommes également membres de l'expert group de la JSR 346. Donc, durant cette session, si vous avez envie de tweeter ou de nous poser des questions, donc vous pouvez le faire via Twitter. Vous pouvez utiliser les tags donc DevoxFR, j'imagine que tout le monde l'utilise déjà. Et puis vous pouvez utiliser le tag CDI pratique. Et on va se servir de ça pour filtrer, puis peut-être répondre à des questions plus tard ou voir le feedback des gens, comme vous voulez. Donc c'est parti. Alors le but de cette présentation, c'est de casser un petit peu ce qui se fait au niveau des présentations CDI. Souvent on a des présentations CDI qui sont très théoriques. On va avoir des exemples très bateaux pour faire telle chose ou telle autre chose. Donc dans cette présentation, l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin que ça. Il y aura une partie théorique pour ceux qui ne sont pas forcément à jour sur CDI. Et ensuite on va montrer vraiment quel est l'intérêt d'utiliser CDI dans des vrais projets tout à fait concrets tels que SimSocial ou WeldOSGI. Donc en plus, on va profiter de ces 3 heures de présentation pour faire quelques démos, donc avec une appli faite en JSF et en CDI, donc des technologies tout à fait courantes, on va dire. Donc on va expliquer 2 ou 3 concepts généraux pour que tout le monde soit bien à jour. Donc un petit peu d'historique. Donc d'où vient CDI et quelle est un petit peu l'histoire, quels sont ses ancêtres. Donc tout a commencé avec Spring, qui a été créé pour contrer un petit peu JavaE, J2E 1.4, qui n'était pas forcément très simple à utiliser. Et de Spring, en fait, les gens de JBoss, donc plutôt Gavin King, en fait, a créé le framework Sim, donc qui lui partait un peu du même postulat que J2E 1.4 n'était pas forcément simple à utiliser, mais au lieu de faire comme Spring, donc pour faire une techno tout à fait propriétaire, l'idée c'était plus de rester sur les technologies offertes par J2E 1.4, donc EJB et JSF. Donc en parallèle de ça, il y a eu les gens de chez Google, donc Bob Lee plutôt, qui a créé lui aussi un petit conteneur d'injection de dépendance qui s'appelle Juice. Donc Juice, donc c'est un scope un peu plus petit que Spring, quoi. C'est vraiment centré sur l'injection de dépendance.
et ça le fait plutôt bien. Et donc ces deux, on va dire ces deux courants parallèles se sont rejoints en fait avec CDI. Donc CDI, ça a été créé sur les, on va dire sur les bases de Sim, on va dire. Et en même temps, en parallèle, il y a eu une autre JSR, la JSR 330, qui a été créée par Bob Lee, justement, le créateur de Juice, et qui s'appelle @inject, donc qui va standardiser quelques annotations d'injection de dépendance. Et cette JSR a été intégrée en fait dans CDI, et la CDI utilise donc la JSR 330 pour fonctionner. Donc voilà un petit peu l'historique. Donc CDI dans Java EE, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est une technologie complètement transverse dans le serveur d'application. En fait, on va pouvoir l'utiliser à peu près dans toutes les étapes de notre application, que ce soit au niveau de la couche business ou dans la couche présentation ou même dans d'autres couches. Et le gros intérêt de CDI, c'est que ça va vraiment nous servir de glue. Enfin, il y a un système d'extension dont on va parler tout à l'heure qui permet vraiment de faire de la glue entre toutes les parties du serveur d'application et même d'autres frameworks qui ne sont pas censés se trouver dans le serveur d'application. Donc je vais laisser la parole à Antoine pour Sim Social. Juste une petite précision, parce que peut-être que tout le monde n'est pas forcément au courant de l'histoire de CDI et de cette technologie. Donc CDI, ça veut dire Context and Dependency Injection. On a peut-être un peu oublié de le dire. Donc c'est de l'injection de dépendance et de la gestion de contexte. Alors Sim Social, c'est un module CDI donc qui va faciliter l'utilisation des réseaux sociaux. Donc il fait partie d'un projet plus vaste, Sim3, qui est en fait une collection d'extensions CDI. Alors le choix du nom Sim est peut-être un peu malheureux parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec le Sim 2 dont les concepts ont donné naissance à CDI. Donc aujourd'hui effectivement il y a peut-être un petit mélange sur ces technologies. Donc il faut bien garder à l'esprit que Sim 3 propose une collection de modules autour de CDI. Donc Sim Social fait partie de ce projet. Donc Sim Social a été inspiré par Spring Social. On a récupéré une partie des modules de connexion vers les différents réseaux sociaux. Par contre, le noyau est très différent. Le noyau exploite à fond les fonctionnalités de CDI et permet de faire des choses peut-être plus génériques et sur des architectures plus Java EE, évidemment. Donc Sim Social est livré aujourd'hui dans la boîte avec Twitter, Facebook et LinkedIn. Donc vous avez ces connecteurs qui sont réalisés pour certains à 90%, pour d'autres plutôt à 60%. Mais bon, vous verrez dans le courant de la présentation que tout est fourni pour vous permettre de créer votre nouveau connecteur et de venir contribuer au projet. Donc je vais vous parler un tout petit peu de ce qu'il y a dans le produit. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'après on va vous montrer comment CDI est mis en œuvre dans Sim Social. Donc c'est intéressant de comprendre les concepts internes du module pour voir comment est-ce qu'après ces concepts sont implémentés. Donc il y a, on va dire, il y a trois librairies principales qui sont utilisées par Sim Social. Il y a une première librairie qui est Script Java, qui va nous fournir des fonctionnalités d'échange REST et de connexion hôte. Donc hôte, c'est, comme on le verra tout à l'heure, c'est un protocole d'authentification et de signature de requêtes pour échange avec les réseaux sociaux. Il y a également le framework Jackson qui nous permet de gérer tout le mapping JSON dans Sim Social, puisque nos réseaux sociaux parlent beaucoup en JSON. Et on a également une extension fournie par JBoss qui s'appelle JBoss Solder, qui donne des outils pour faciliter la création d'extensions et de modules CDI. Alors je vais passer rapidement les points qui vont être importants pour la suite de la présentation. Notamment vous parler un tout petit peu de Jackson, puisqu'après on fera une illustration de comment est-ce qu'on a utilisé CDI pour rendre générique et dynamique la configuration de Jackson. Donc Jackson, c'est aujourd'hui un des frameworks les plus performants pour parser du JSON et qui propose, outre le parsing, la possibilité de mapper ce JSON sur des classes Java. Donc on peut le faire soit avec des annotations du framework,
soit avec des annotations Jaxby qui seraient sur le Pojo en question. Une particularité intéressante de Jackson qui est utilisée dans SimSocial, c'est la notion de mixin. Alors cette notion de mixin, ça permet si je vous montre ça, ça va permettre de garder les Pojos sur lesquels vous voulez faire votre binding propres. Vous n'avez aucune annotation à mettre sur eux. Et c'est un autre Pojo qui bien souvent est défini comme classe abstraite qui va porter ces annotations. Donc ça permet en fait d'externaliser la configuration hors de votre classe qui va servir à faire le mapping. Et vous avez besoin d'un module qui va servir d'association et de dire voilà, pour serialiser et déserialiser en JSON ce Pojo, il faut que j'utilise ce mixin, d'où le module Jackson. Donc on verra tout à l'heure comment, grâce à CDI, on a pu rendre ce fonctionnement dynamique. Alors j'en ai fini avec les concepts de base de SimSocial. On en reviendra tout à l'heure. Je vais juste devoir vous faire un petit topo sur les réseaux sociaux pour également que vous ne soyez pas trop perdus quand on parlera tout à l'heure du fonctionnement de SimSocial. Donc aujourd'hui, tous les réseaux sociaux utilisent REST pour fonctionner. Donc ils vont utiliser REST comme protocole d'échange. Je pense que tout le monde ici voit de quoi il s'agit. Quelqu'un connaît pas REST? C'est bon. Voilà. Et autre standard, tous les réseaux sociaux vont utiliser comme format d'échange le fameux format JSON. Alors certains proposent du XML, certains proposaient encore du XML en standard il y a assez peu de temps, notamment LinkedIn. Et ils sont en train de passer JSON comme standard prioritaire par rapport à XML. Donc aujourd'hui, on a vraiment, si on a deux technologies sur les réseaux sociaux, c'est REST et JSON. Et une troisième qui en fait maintenant s'impose de manière évidente, c'est OAuth, qui est ce fameux protocole d'autorisation, d'authentification. Donc OAuth, pour vous faire un rapide topo, j'en ai besoin parce qu'après on va voir comment est-ce qu'on l'a mis en œuvre. Donc c'est un protocole qui va nous permettre de déléguer des autorisations pour utiliser un service. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire moi, utilisateur de Twitter, je vais pouvoir autoriser une application à utiliser mon compte Twitter sans que j'ai à lui donner mon login et mon mot de passe. Donc je vais lui donner un jeton d'autorisation. C'est un premier aspect, donc authentification. Et une fois que cette authentification est intervenue, j'utiliserai également OAuth pour signer les requêtes que j'enverrai vers le réseau social pour vérifier que c'est bien moi qui suis l'émetteur de ces requêtes. Donc aujourd'hui, OAuth, c'est devenu un standard. Il a été normalisé par l'UETF il y a 2 ans. Il y a une version 2 qui est quand même plus simple que OAuth 1. Alors, je vais vous montrer après le cycle d'authentification de OAuth 1. On verra que c'est pas très simple, mais bon, c'est gérable. Donc une version 2 qui est en cours de certification, de normalisation par l'UETF, et qui est déjà utilisée sous forme de draft par des acteurs comme Facebook, Google ou Microsoft pour le Xbox Live. Donc le constat, aujourd'hui tous les réseaux sociaux vont utiliser OAuth, donc version 1 pour la grande majorité, version 2 pour certains. Il y a des alternatives qui sont encore utilisées comme OpenID, mais qui sont petit à petit marginalisées sur cette partie-là. Et un point important, donc le point de départ de OAuth, c'est quand on veut développer une application qui exploite un réseau social, on va devoir sur la plateforme du réseau social créer ce qu'on appelle une application. Donc on va aller sur le site développeur de Twitter ou le site développeur de Facebook ou de LinkedIn et de dire voilà, je veux créer une application, donc donner un certain nombre d'informations. Suite à ça, une fois que l'application est créée et que vous êtes autorisé à le faire, le système va vous délivrer un token, enfin une clé. C'est une clé asymétrique, donc une consumer key avec une partie publique, une partie privée, qui va servir de point de démarrage du cycle OAuth. Alors le cycle OAuth, donc il fonctionne avec trois tiers. Donc vous, le client, le serveur d'application qui veut exploiter le service tiers, donc le réseau social à votre place, et évidemment le réseau social. Donc la première étape,
votre client va demander une ressource sur le service tiers. Donc il va dire au serveur d'application, je voudrais récupérer mes infos Twitter. Donc le serveur d'application, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre une demande de request token au serveur d'application, enfin au réseau social, excusez-moi. Dans cette requête, il va également transmettre une URL de callback qui va être associée au token qui va être créé. Donc le réseau social va renvoyer un token, il va créer de son côté une entité dans laquelle il va stocker également l'URL de callback. Le token va permettre au serveur d'application de rediriger le client sur la page de login du service. Donc là, j'arrive, en général, c'est dans une pop-up, dans une fenêtre, j'arrive sur ma manière de login Twitter par exemple. Si je ne suis pas connecté, il va falloir que je me logue, mais je me logue à Twitter. Si je suis connecté, on va voir mon compte et je vais devoir dire j'autorise l'application Tartampion à utiliser mon compte. Donc si on accepte, on donne l'autorisation, le réseau social va faire une redirection du client en utilisant l'URL de callback qui a été donné au début, et il fournit également un code de vérification. Ce code de vérification va permettre au serveur d'application de demander le sésame final qui est l'access token, et l'access token est retourné au serveur d'application. Donc on voit qu'on a un cycle un peu complexe. Je ne vais pas vous détailler la version 2 de Haute, elle est simplifiée, il y a 2 étapes en moins, parce qu'on va s'appuyer sur HTTPS pour alléger le cycle. Oui, en fait, là, s'il y a autant d'échanges, c'est à cause pour les attaques de type Made in Domidev, des choses comme ça. Le but du jeu, c'est d'éviter que quelqu'un se mette au milieu et récupère une requête et la fasse à votre place. C'est ça. Petit point au cas où vous n'auriez jamais vu à quoi ça ressemble quand même pour vous montrer. Donc le format d'échange dont j'ai parlé tout à l'heure, le fameux format JSON, ça ressemble à ça. Donc si vous n'avez pas fait de JSON, voilà. Si vous avez fait du XML, ça ressemble à du XML. C'est un format assez semblable et qui vient du monde JavaScript et qui est maintenant très répandu sur tous les services en ligne. Voilà. Donc ceci étant fait, je vais pouvoir vous parler des composants de SIM Social pour mettre en œuvre toutes ces technologies intéressantes. Donc quand même rappeler les objectifs qu'on s'était fixés en créant SIM Social. Donc l'idée c'était d'avoir un socle générique qui permettait de construire un mode d'accès aux API des réseaux sociaux. Alors générique, notamment pour tout ce qui est connexion et identification, permettant donc par exemple de fournir dynamiquement une liste de services en ligne, de réseaux sociaux susceptibles d'être utilisés pour s'authentifier. Par exemple pour une mire de login ou un truc comme ça. Donc d'avoir quelque chose de générique pour ça. Et donc également d'avoir un système qui permettait d'assurer une découverte dynamique des nouveaux modules. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai respecté les conventions pour créer un module, je sais pas moi, pour me connecter à Pinterest par exemple, je viens de rajouter sous forme de jar dans mon application et automatiquement le moteur est censé reconnaître que c'est un module SIM Social et le propose éventuellement dans une liste dynamique de réseaux sociaux pour s'identifier par exemple. Et puis un dernier aspect, alors lui qui est plus générique, qui est spécifique, c'est de fournir les services de haut niveau, donc sous forme d'API Java, donc de binder des API REST des réseaux sociaux en API Java. Alors je ne vais pas vous décortiquer tout le code, mais c'est quand même intéressant de voir le fonctionnement de base de SIM Social, donc on va dire les objets principaux. Donc je vais partir en fait du provider. Donc le host provider, c'est on va dire le moteur le plus bas niveau pour tout ce qui est fonctionnement hôte. Donc c'est lui qui va me permettre d'initier toutes les requêtes hôtes vers le réseau social. Donc c'est avec lui que je vais pouvoir générer mon request token. C'est avec lui que je vais récupérer
l'URL d'autorisation qui me permet de faire la redirection du client. Et c'est lui qui va permettre de créer les tokens, d'initialiser l'access token, etc. Donc lui, il est vraiment basé uniquement sur la partie cryptographique et clé de hôte. Donc il ne va pas s'occuper d'échanges sur le réseau. Il va également, oui, c'est oublié de le dire, il va également être l'outil final pour signer les requêtes hôtes avant qu'elles soient envoyées. Donc ce hôte provider, il va être utilisé principalement par une autre classe qui est hôte service, qui elle par contre va commencer à s'occuper d'échanges sur le réseau. Donc c'est elle qui va aller dialoguer en REST avec Facebook, Twitter et compagnie. Sauf que là on est encore en mode générique, on n'est pas rattaché à un réseau social en particulier. Donc tout ce qui est échange et également c'est cette classe qui va permettre d'orchestrer tout le cycle de vie qu'on a vu tout à l'heure dans Hôte, donc de pouvoir dire je commence par demander un request token, etc., etc. Donc de suivre tout cet état. Alors c'était peut-être pas clair quand j'en ai parlé, mais en fait dans le fonctionnement de Hôte, vous allez avoir au final, quand vous avez fini le cycle, vous avez deux parties pour pouvoir signer votre requête. Vous avez une partie, on va dire, qui est commune à tous vos utilisateurs, qui est la fameuse consumer key liée à l'application que vous avez définie sur Twitter, sur Facebook, etc. Et puis vous avez quelque chose qui est particulier, qui est spécifique à chaque utilisateur, donc qui est l'access token, qui enfin est obtenu à la fin. Donc on a une partie, on va dire, qui est à partager par tout le monde, et une partie spécifique. Donc la partie spécifique, elle va être stockée dans la session hôte. Donc c'est dedans qu'on va stocker l'access token et puis où on va stocker on va cacher certaines informations sur le profil utilisateur ou des choses de ce genre. À droite, on a l'Abstract Social Network Service. Alors là, on est à un niveau encore au-dessus. Donc l'Abstract Social Network Service, il va permettre de définir, il va être le socle de départ, la définition des API haut niveau pour chaque réseau social. Donc, à partir de cette classe abstraite, je vais créer, par exemple, dans Sim Social, je vais créer une classe Twitter Base Service qui va avoir des fonctionnalités très basiques pour Twitter concernant, je sais pas moi, l'API route l'API de base pour les requêtes hautes ou des choses de ce genre. Et à partir de ce Twitter Base Service, je vais pouvoir créer des classes services, donc qui vont hériter de cette classe, et qui vont être une réplique, en tout cas un miroir, des API REST du service des réseaux sociaux. Puisqu'il faut savoir que les réseaux sociaux en général proposent beaucoup d'API, et que ces API sont classées par famille. Donc, par exemple, on a une API sur Twitter, on a une API pour gérer la timeline, on a une API pour gérer les amis, on a une API pour gérer le fait de bloquer des utilisateurs, le fait d'envoyer des messages, etc. Donc, pour éviter d'avoir une espèce de classe service énorme dans laquelle on mettrait toutes ces API, on va essayer de reprendre cette classification organisée par les réseaux sociaux. Alors, c'est pas uniquement pour éviter la classe fleuve, c'est aussi parce que c'est aussi un problème dans l'approche qu'on a quand on fait ce genre de framework, c'est que ces API elles bougent assez fréquemment. Il y a des nouveautés qui arrivent, il y a des API qui sont changées, donc c'est plus facile d'intervenir sur une classe service sur une méthode donnée que d'aller la rechercher dans une classe énorme où il y a 50 méthodes, 200 méthodes. Donc je me retrouvais comme ça, si on parle de Twitter, avec peut-être une quinzaine de classes services qui vont chacune héberger les API spécifiques sur un domaine de Twitter. Donc, je vais avoir besoin, pour éviter que ce soit la pagaille, de regrouper ces classes services. C'est là où le fameux Social Network Service Hub que vous avez en bas va rentrer en ligne de compte. Donc lui, il va servir de fédérateur. Donc il va me permettre de récupérer dynamiquement toutes les classes services liées à un réseau social, d'une part, et d'autre part, de fournir les services génériques. Par exemple, sur Twitter, si je veux récupérer le profil d'utilisateur, tel que je le souhaite dans Sim Social, c'est-à-dire en gros les informations nom, prénom, email
et la photo, l'URL de la photo. Sur Twitter, j'ai une requête à faire et je vais récupérer ce profil. Sur Facebook, j'en ai deux. Il faut que je récupère le profil et puis il faut que je récupère la photo. Donc le fait d'avoir cette classe qui va me récupérer l'ensemble des familles d'API, ça va me permettre de masquer le traitement que j'ai à faire pour assurer une généricité sur l'application. Si c'est pas clair, n'hésitez pas. Oui, juste pour rappeler, vous pouvez poser des questions n'importe quand, dès qu'il y a un problème, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, c'est un tout petit bout des classes de Sim Social. Au départ, j'avais un schéma beaucoup plus foisonnant, mais c'est intéressant parce qu'on verra tout à l'heure comment ces classes s'articulent entre elles. Alors juste, et après j'en ai fini sur la partie classe, technique, etc. Comment est-ce qu'on démarre un réseau social, enfin l'utilisation d'un réseau social dans Sim Social. Donc vous avez un exemple de code là, où on va en fait partir du fameux Service Hub. Donc là j'ai un Twitter Service Hub, sur lequel je mets une annotation, qui est la fameuse @auth application, dans lequel je donne l'API secrète, l'API key, l'API secrète, donc la fameuse clé, la consumer key qui m'a été donnée par Twitter quand j'ai créé mon application sur Twitter, et l'URL de callback sur lequel je voudrais que Twitter me renvoie quand j'ai fini la première phase, c'est-à-dire de me loguer sur Twitter et d'avoir dit oui, j'autorise l'application à utiliser mon compte. Alors vous avez des annotations CDI, donc déjà on est en train un petit peu de lever le voile là-dessus, on en reparlera tout à l'heure, mais en gros, ce bout de code, il va générer un bin CDI qui va utiliser les paramètres qui sont donnés dans la notation là-haut. Alors, il va faire plus que ça parce qu'il utilise une extension CDI assez puissante qui est intégrée à JBoss Solder. Donc il ne va pas créer un bin, il va en créer 3. Enfin, il va en créer 4. Il va créer effectivement le Twitter Service Hub, mais il va créer un autre service pour Twitter, il va créer un autre session, il va créer un autre provider. Et chacun de ces bins qui vont être créés vont être attachés à un scope particulier. Donc le autre service et le autre provider vont être dans le scope application, et le autre session sera en scope session. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera des scopes. Donc scope, c'est ce que vous pouvez connaître quand vous développez des applications web, applications, requêtes, sessions, etc. Et j'en ai presque fini avec Sim Social pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour étendre Sim Social, au cas où vous auriez envie de contribuer. Donc, il y a un message caché là. Non, pas du tout. Pour créer un nouveau module dans Sim Social, pour vous montrer à quel point le corps du produit est bien pensé. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est commencer par regarder si le réseau social qu'on va implémenter, on a ce qu'il faut dans script Java pour faire la connexion. Si ce n'est pas le cas, il faut créer la classe d'API. C'est une classe assez simple avec quelques champs statiques. Après, il faut étendre le fameux Abstract Social Network Service pour fournir le socle aux API. En gros, ça va être de mettre l'URL de base pour faire la requête REST. Et puis, il va nous falloir créer ce qu'on appelle un qualifier en CDI. On verra tout à l'heure ce que c'est. Mais en gros, quelque chose qui est propre au réseau social. Donc, on aura un @Twitter, un @Facebook, un @LinkedIn. Et puis, il faut implémenter la fameuse Social Network Service Hub pour regrouper les services qui vont être créés après coup. Et ça y est, on a fini. Là, il ne reste plus qu'à coder les services et les bindings JSON et les API. Donc, comme on a déjà un peu parlé, je vous propose de faire une petite démo de ce qu'on peut faire. Alors, c'est une petite appli, on aurait aimé faire un peu plus, mais déjà, elle marche pas mal, de ce qu'on peut faire avec Sim Social. Alors, attendez, je vais mettre mon Eclipse. T'as bien Internet, c'est bon? Oui, parce que si j'ai pas Internet, ça va être compliqué la démo. Attendez, je démarre Eclipse. J'ai testé. Alors, par contre, ce que j'ai pas testé, c'est où est-ce que... Ouais, c'est là. Par contre, ce que j'ai pas testé, c'est où est-ce que... Ouais, c'est là. Hop. Je vais mettre comme ça. Comme ça, j'ai mes deux écrans. Et ce qui va être compliqué, par contre, c'est la voix là. Tu devrais te mettre en mode miroir.
Non, mais comme ça, c'est bon. J'attends que ça démarre. C'est bon, c'est démarré. Normalement. Voilà. Donc là, une petite application qui a été développée avec Prime Faces. Donc c'est pas top, c'est pas top design, mais on va voir des fonctionnalités. Donc là, j'ai les réseaux sociaux qui ont été détectés au démarrage. Donc c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui pourrait évoluer si on enlevait déjà. Donc par exemple, je pourrais chercher à demander une connexion à Twitter. Sauf que c'est peut-être pas une bonne idée de m'être mis en plein écran parce que je sais pas si tu t'es un petit peu sur le côté. Ouais, parce qu'en plus j'ai un problème, c'est ce que j'ai fait. C'est pas bon. J'ai fait une bêtise. Allez, c'est bon. Ouais, je vais peut-être un petit peu réduire faudrait que tu réduises les fenêtres ou que tu la bouges sur la droite. Comme ça. Ouais. Voilà. Donc par exemple, j'ai moi une connexion à Twitter. Donc j'ai le service qui va m'initialiser, évidemment qui m'amène la fenêtre à l'autre bout, ça va être très intéressant. Voilà. Et qui va me demander de me connecter. Et après, une fois que je serai connecté, d'autoriser l'application ou pas. Là, on est dans le cycle. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est une blague. Alors, attendez, voilà. Ça, c'est très rigolo. C'est pas mal. Bon, ok. Ça, c'est ça les bons navigateurs. C'est l'effet. C'est sous Chrome, là. Ouais. Bon, je vais taper à l'aveuglette. Bon, évidemment, à la répétition, ça faisait pas ça. Hein. En plus, ça c'est pas nous, hein. C'est Twitter. Hein. Voilà. Donc là, il m'a connecté, j'ai autorisé, et je fais une redirection. Voilà, on a le réseau qui répond assez vite. Donc là, j'ai ma timeline qui apparaît. Donc j'ai une première utilisation, on va dire, assez simple. Où voilà, là, j'ai beaucoup de timeline avec beaucoup de devox.fr. Et je pourrais décider également, en espérant que personne ne va poster des choses horribles sur mon mur Facebook, de me connecter à Facebook. Je ne sais pas si j'ai cliqué ou pas, oui. Voilà. Et là, pouf, j'ai ma timeline Facebook qui apparaît. Donc tous mes posts associés à Facebook qui apparaissent. Et je pourrais décider, donc là j'ai deux comptes qui sont activés, mon compte Twitter et mon compte Facebook. Je pourrais repasser ici. Alors, il faut que le réseau réponde. Voilà. Je pourrais passer ici pour récupérer. Voilà. Donc on voit qu'il y a des gens qui sont dans la salle et qui tweetent. Voilà. Pas mal. Voilà. Donc pour une rapide démo, tout à l'heure, Mathieu vous fera une démo de la même appli avec un habillage différent, un peu plus moderne, on va dire, qui utilise Twitter Bootstrap et qui utilisera Weld2SGI pour vous montrer encore plus de dynamicité. Donc je reviens ici et en lecture, si j'y arrive. Et là, je vais laisser la place à Mathieu qui va vous parler de CDI. Parce que moi, j'ai levé un petit peu le voile, mais maintenant, on rentre dans le vif du sujet quand même. Ok, donc on va voir un petit peu CDI, comment on peut s'en servir. Alors donc là, ça va être plus les notions de base, et ensuite, Antoine vous montrera exactement comment ces notions de base, et même d'autres notions, ont été utilisées dans le code de Sim Social, donc pour bien voir que on ne peut pas faire que des Hello World avec CDI. Donc CDI, Context and Dependency Injection, pour moi c'est, alors je sais pas pour toi, mais pour moi c'est la meilleure spécification de Java E6, c'est même la plus cool. Beaucoup mieux que tout autre framework d'injection de dépendance, donc non, je ne troll pas. Donc pourquoi mieux déjà... Non, non, j'ai pas cité de nom, je suis pas comme ça. Donc pourquoi mieux déjà par le côté très type safe de CDI. En gros, dans CDI, on ne va pas se baser sur des noms de bin comme on pourrait utiliser dans d'autres produits. Donc là, on va vraiment se baser sur le type du bin et le type d'autres filtres, on verra tout à l'heure, mais on va vraiment se baser sur le type de l'objet pour faire son injection, ce qui est déjà pas mal. Donc ensuite, il n'y a pas de XML, ou du moins très peu de XML, on verra tout à l'heure. Et puis donc on utilise les annotations avec des petits raffinements pour ne pas utiliser trop d'annotations si besoin.
Et le truc, on va dire, le plus génial dans CDI, c'est que, en gros, il y a un système qui s'appelle les extensions portables standards, qui va permettre de faire un petit peu tout ce qu'on veut avec CDI. En gros, si vous imaginez faire quelque chose avec CDI, a priori, il y a de grandes chances que vous puissiez le faire. Donc ces extensions, en gros, vont vous permettre de coller, de faire une glue entre un framework X et votre application, votre framework Java EE. Donc on va pouvoir créer des bins, des choses comme ça, pour aller se connecter, je sais pas, à du Wicket ou à du JWT ou des choses comme ça. Donc, vu que CDI c'est une JSR, donc la JSR 299, il faut absolument une implémentation de référence à une JSR. Donc, l'implémentation de référence de CDI, c'est le projet JBoss Weld, donc qui a été développé par les équipes JBoss, donc développé majoritairement par Gavin King et Pete Muir. C'est une implémentation qui est très mature. Elle est utilisée dans plusieurs serveurs d'applications tels que Glassfish, JBoss AS, Tmax, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, dans plusieurs serveurs d'applications. Et puis ce qui est intéressant avec Weld, c'est qu'il y a une énorme communauté autour de ce produit. Les gens de JBoss, vu que ce sont eux qui ont créé CDI, ben ils essayent de faire beaucoup d'évangélisation autour de CDI et autour de Weld. Donc c'est une communauté assez vibrante et sympa à suivre. Sinon, il existe deux autres implémentations de CDI. Donc on a l'implémentation Apache pour le projet Geronimo qui s'appelle Open Web Beans, qui elle aussi est très bien faite. Et Tommy. Oui, et Tommy. Oui, donc Tommy, c'est un Tomcat modifié pour implémenter le web profile Java E6. Donc, c'est une implémentation qui est très bien faite et qui en plus a une gestion de la mémoire très fine. Les performances sont apparemment assez excellentes. Donc, et puis il y a une dernière implémentation qui s'appelle Candy, qui est faite par CodeShow pour leur serveur d'application Resin. Donc là par contre c'est une implémentation. Les deux premières implémentations sont open source et Candy c'est du propriétaire. Donc a priori Antoine a testé il y a quelques temps, mais pareil que c'est aussi assez bluffant. C'est assez bluffant. Oui. En gros, CodeShow a apporté beaucoup d'attention à son Candy parce qu'en fait, ils utilisent Candy au cœur de leur serveur d'application. C'est le système qui permet, enfin, c'est grâce à ça qu'ils ont construit leur serveur d'application. C'est pas juste pour les utilisateurs, ils s'en servent également en interne pour faire fonctionner le serveur d'application. Donc là, par rapport à ce que j'ai dit, on peut se dire, bon, CDI c'est bien beau tout ça, mais moi je fais pas de Java E6, je peux pas l'utiliser dans mon projet que je fais tous les jours. Eh bien, pas forcément. En fait, CDI peut se bootstrapper un petit peu n'importe où. Donc là, je vous parle de Weld sur cette slide, mais c'est également vrai pour Candy ou Open Web Beans. Donc, habituellement, il y a très peu de choses à faire. Il y a quelques classes à étendre. Et puis, en gros, ce qui est important, c'est comment scanner les classes. Lui donner la liste de classes qu'il va falloir gérer. Et à partir de ce moment-là, on peut bootstrapper très simplement un conteneur CDI où on veut. Donc typiquement en exemple, je peux vous donner le projet Weld Servlet. Donc c'est un projet qui vise à faire démarrer Weld dans un environnement pur Servlet comme Tomcat ou Jetty. Et il y a également Weld SE, donc valable également pour Open Web Beans qui a un profil SE. Donc pour démarrer CDI dans une application Java SE tout à fait standard. Donc si vous faites du SWT, du Swing ou des choses comme ça, ou du JavaFX même, vous pouvez utiliser CDI également. Une petite précision, on n'a peut-être pas parlé, il y a donc un projet d'extension autour de CDI qui s'appelle Delta Spike, qui est une initiative Apache, qui est une fusion en fait des projets SIM3 et Apache Cody. Et dans ce projet Delta Spike, il y a une partie justement qui s'occupe de pouvoir bootstrapper CDI de manière, on va dire, générique, quelle que soit l'implémentation, et de manière standard, pour CDI 1, puisque CDI 1.1, je me trompe peut-être, mais non, oui, on est dans l'aspect tous les deux. Hein. Oui. CDI 1 proposera un standard. Voilà, CDI 1.1 proposera une API de bootstrap pour démarrer CDI en fait où on veut, où on le désire, et il y aura une API de lookup qui permettra de récupérer des bins depuis des classes Java non managées par le conteneur. Donc il y aura tout ce qu'il faut. Pour l'instant, c'est des solutions, on va dire, temporaires, et dans la prochaine version de CDI, il y aura tout ce qu'il faut pour faire du CDI où on en a envie.
Enfin, si vous voulez faire des super applications JavaFX avec CDI, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Puisqu'on utilise tous JavaFX sur ça. Donc, on va commencer par la notion de base, le bin. Donc, le bin, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis Java E6, le composant le plus basique qu'on va trouver dans un serveur d'application, et là je parle de composants managés par le serveur, c'est le manage bin, donc que j'appellerai le bin dans le reste de la présentation. Donc en Java E6, tout est manage bin, donc toutes les classes que vous aurez dans votre application, moyennant quelques petites exceptions. Donc typiquement, si vous avez une classe qui a un constructeur avec un paramètre sans injection, bon ça c'est des cas particuliers, mais a priori on peut partir du principe que en Java E6, tout est manage bin. Tout est manage bin à une seule condition, quand même, ne pas oublier de créer un fichier beans.xml dans votre application. En gros, ce fichier, c'est le marqueur qui va dire au serveur d'application, il faut que tu démarres le conteneur CDI. En gros, si vous ne mettez pas ce fichier, vous allez vous retrouver avec un point d'injection qui va être nul et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ça arrive à tout le monde, je pense, et c'est pas rigolo, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ce fichier doit aller dans le dossier, donc si vous êtes dans une application web, c'est un fichier à créer dans le dossier webinf de votre WAR. Et si vous faites une librairie avec des bins CDI, ça va dans le dossier metainf de votre jar. Ce fichier peut être, si vous voulez rien mettre dedans, il peut être vide. C'est vraiment un marqueur qui a été créé pour des raisons de rétrocompatibilité. Par exemple, si on veut créer une application Java E5 et le faire tourner sur un serveur Java E6, il ne faudrait pas que les classes soient prises pour des bins CDI. Donc tant qu'il n'y a pas ce fichier, CDI ne fonctionne pas. Donc n'oubliez pas, c'est super important. Donc sinon, les bins, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le manage bin est un composant de base et ensuite tous les composants tels que ZJB, Servlet ou autres vont être, ça va être des spécialisations de ce composant. Donc un bin a un cycle de vie, ça veut dire qu'à un moment le conteneur va créer une instance de bin et à un moment il va détruire l'instance. Il est interceptable, qu'on va pouvoir utiliser des techniques d'AOP via des intercepteurs, donc que vous avez peut-être eu l'occasion de manipuler avec des EJB 3. Il est injectable, donc ça veut dire qu'on va pouvoir pratiquer l'injection de dépendance à l'intérieur de ce bin, et on va également pouvoir injecter ce bin dans un autre bin. Et a priori, il est accessible via JNDI, si on fait du JNDI, ce qui n'est pas plus forcément très à la mode, on va dire. Donc maintenant, on va parler d'injection de dépendance. Donc un bin est injectable. Comment faisons-nous pour injecter des bins? Nous utilisons la petite annotation magique @inject. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que @inject ne vient pas directement de CDI, mais de la JSR 330, donc qui a été créée en parallèle de CDI, si vous vous rappelez le petit schéma tout à l'heure avec les flèches. Donc c'est une spécification qui a été créée par Bob Lee, le créateur de Juice. Donc imaginons, on a un bin, ici, donc, avec une méthode qui fait des choses très compliquées. Donc, et puis l'idée c'est comment je peux l'injecter dans un autre bin. Donc il existe 3 manières de faire de l'injection de dépendance avec CDI. La première, c'est de l'injection par constructeur. Donc comment on fait? Alors est-ce qu'on a un pointeur avec... non, ça ne marche pas. Bon, bref. Donc dans votre bin, vous n'avez qu'à mettre un champ privé, donc ici de type hello service, et de créer un constructeur qui a en paramètre donc un objet de type hello service avec l'assignation à l'intérieur. On a juste à poser la notation @inject sur le constructeur et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le conteneur CDI va instancier l'objet mybin et quand il va voir qu'il y a un @inject sur le constructeur, il va passer une instance de hello service à la classe. Donc le gros intérêt de cette façon d'injecter, alors c'est pas forcément la façon la plus courte, la moins verbeuse, mais c'est la façon la plus propre en fait, puisque là il est tout à fait possible de mettre le champ hello service dans la classe mybin en final, donc pour avoir un objet immutable. Et donc on a de l'injection de dépendance tout en ayant des objets immutables, ce qui peut s'avérer tout à fait pratique dans certains cas de concurrence. La deuxième technique, c'est de l'injection par setter. Donc c'est très semblable, sauf qu'au lieu de passer par un constructeur, on va utiliser un setter, donc ici set service. Donc toujours pareil, on pose la notation @inject sur la méthode et le conteneur va se charger d'appeler cette méthode au bon moment pour nous passer l'instance d'hello service qui va bien.
Là, par contre, il n'est plus possible de faire un champ final pour le hello service puisque l'objet est déjà créé quand la méthode va être appelée, donc on ne peut pas redéfinir un champ final. Vous le savez tous. Et enfin, la dernière méthode, on va dire la plus jolie à l'œil et la moins verbeuse, c'est l'injection par champ. Donc là, très simple, on déclare un champ dans notre bin et on rajoute juste un @inject devant. Donc là, c'est très sexy, il n'y a vraiment rien de plus à faire. Pas de configuration pour déclarer le bin. CDI reconnaît directement via le type de l'objet qu'est-ce qu'il faut injecter. Donc très, très pratique comme ça. Et à savoir que votre champ peut être privé. Hein. Le champ peut être privé, oui, tout à fait. L'injection aura lieu quand même. Ou public. Ou public, oui, bien sûr. Donc ça marche, Hello Service dans ce cas-là était une classe concrète, ça marche également si vous utilisez des classes, des interfaces. Donc imaginons qu'Hello Service est en fait une interface et qu'on a une implémentation, donc typiquement un French Hello Service ici. Donc là également, si vous faites @inject de Hello Service, le conteneur se chargera d'injecter la bonne implémentation. Le problème maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs implémentations? Donc comme ici, j'ai une implémentation qui me renvoie une chaîne en français et une implémentation qui me renvoie une chaîne en anglais. Donc ici, il faut forcément pouvoir choisir quelle implémentation on souhaite utiliser. Donc pour ça, on a une notion en CDI qui s'appelle les qualifiers. Donc un qualifier, c'est une annotation. Donc ici, on a en rouge @French ou @English. Donc ce sont deux qualifiers. Donc ces annotations ne sont pas fournies de base par CDI, forcément. En fait, ce sont des annotations que vous allez devoir créer et qui vont potentiellement avoir un sens métier ou technique dans votre application. Donc ici, elles ont un sens pour moi. Je sais que si je mets un @French, j'aurai potentiellement un service qui parle en français. Et si je mets un @English, j'aurai potentiellement quelque chose qui me parle en anglais. Donc pour créer ces qualifiers, donc j'imagine que vous savez tous créer une annotation. Donc créer une annotation, c'est très simple. Public @interface, le nom de l'annotation. Donc ça, c'est pour la partie structure. Donc ensuite, il faut rajouter deux annotations sur l'annotation. Donc ça s'appelle des méta-annotations dans ce cas-là. Donc on a l'annotation @retention qui se charge de dire à Java à quel moment en fait cette annotation sera visible au niveau de la réflexion. Donc au runtime, si on veut voir ça quand l'appli est en train de tourner, on peut également demander que l'annotation ne soit visible qu'à la compilation pour être traitée par des annotation processors. C'est ça. Et enfin, le plus important pour créer un qualifier, il y a une jolie annotation, une méta-annotation @qualifier qui cette fois est fournie par CDI, et donc c'est comme ça que vous allez dire attention, cette annotation a un sens pour l'injection, c'est comme ça que je vais pouvoir filtrer quel est le bin que je souhaite injecter dans mon autre bin. Donc maintenant qu'on a cette annotation, comme on fait le lien entre le point d'injection, je dis @inject @French Hello Service, et une implémentation de service, c'est très simple, on pose l'annotation, le qualifier sur le bin, et à ce moment-là, le conteneur sera tout à fait capable de comprendre qu'est-ce qu'il faut injecter et à quel endroit. Donc, un truc en plus, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'une annotation, on peut donner des valeurs dans une annotation. Donc, en CDI, bien évidemment, on peut utiliser ces valeurs comme valeurs de binding. Donc, elles vont être prises en compte dans le filtre d'injection. Donc, imaginons, dans mon exemple précédent, donc j'ai du French, j'ai du English, ok, c'est bien. Et si je veux rajouter un nouveau langage? Donc, on pourrait se dire, je crée une nouvelle annotation @Spanish, par exemple, et puis je crée le bin qui va bien. Sauf qu'à force, c'est pas forcément malin de faire comme ça, puisque créer une nouvelle annotation à chaque fois, ça n'a pas forcément de sens. Donc là, on va créer un nouveau qualifier qui s'appelle language, et on va pouvoir lui passer une valeur, donc c'est value, qui va être un champ, enfin qui va avoir une valeur énumérée. Donc là, on a French, English, donc on peut rajouter d'autres champs dans languages. Et cette valeur-là va être considérée par CDI comme quelque chose à part entière dans le processus d'injection. Donc ça veut dire que, donc je vais vous montrer comment on s'en sert. Et donc ça veut dire que pour m'en servir, j'ai juste à annoter mes classes de cette façon, donc @language French ou @language English. Et ces deux qualifiers, donc c'est la même annotation, mais comme il n'y a pas la même valeur à l'intérieur, CDI fait tout à fait le distinctif entre les deux, et ça sera considéré bien comme deux bins tout à fait différents. Une petite précision quand même, parce que peut-être que c'était pas clair. Ah non, mais je vais revenir sur le non-binding, c'est ça que tu veux. Ah d'accord. Si on crée deux classes, comme c'est le cas là, et qu'on ne met pas de qualifier,
Oui. Et qu'on fait l'injection, on aura une erreur au démarrage du conteneur CDI. C'est-à-dire qu'il va dire qu'il a une résolution ambiguë et qu'il ne sait pas quelle injecter. Donc le qualifier est important et l'erreur elle est donnée vraiment au démarrage. Ouais. Donc ce que vous avez pu voir également dans mon annotation tout à l'heure, c'est qu'il y avait un deuxième champ. Donc un champ description. Mais celui-là par contre, il a quelque chose de particulier. Il a une annotation devant qui s'appelle @non-binding. Donc là aussi, c'est une annotation qui provient de la spécification CDI. Et en fait, ce que ça veut dire, ça veut dire que si j'annote ce champ avec @non-binding, ça veut dire que CDI ne prend pas en compte la valeur, elle ne fera pas partie du filtre d'injection en fait. Donc maintenant, si je veux injecter mes bins quelque part, donc j'ai juste à faire @inject @language, je donne la bonne valeur, la valeur que je souhaite injecter, donc English ou French, et CDI saura tout à fait reconnaître quel est le bon bin et injecter le bon bin. Donc une autre chose à savoir sur les qualifiers, c'est que déjà on peut mettre plusieurs qualifiers sur un bin. Donc un bin peut avoir @French, @secured, je sais pas. Et les qualifiers répondent à la maxime qui peut le plus, peut le moins. Donc typiquement ici, si on prend, j'ai un French Hello Service avec 3 qualifiers. Donc il me parle en français, il écrit dans la console et il est sécurisé, pourquoi pas. Donc ça veut dire qu'après dans un autre bin, si je fais @inject @French, je vais pouvoir injecter cette implémentation de Hello Service. En gros, moi je demande juste quelque chose avec @French. Le bin en bas, il a @French, il en a d'autres, mais il a au moins @French, donc je peux injecter. Pareil, si je rajoute un autre qualifier sur mon point d'injection, le bin en question a les 2 qualifiers sur les 3 qu'il possède, donc ça marche également. Ça marche également si on rajoute les 3 qualifiers. Seulement, là où ça ne marche plus, c'est si je demande 3 qualifiers et que mon bin n'a pas les 3 mêmes qualifiers. Donc dans ce cas-là, on a une erreur. C'est quelque chose à ne pas faire. On ne peut pas demander à injecter un bin surqualifié par rapport aux qualifications du bin. Donc oui. Si l'English l'implémentait, enfin utiliser ces qualifiers, ces 3-là, on utiliserait directement l'English, ça passerait ou ça passerait? Donc la question c'est si l'implémentation English avait également ces annotations-là, est-ce qu'on pourrait injecter avec juste @inject @English, c'est bien ça? Donc oui, il n'y a pas de problème. Enfin, il ne faut pas que ce soit @French forcément sur... Le French Hello Service a ces 2 qualifiers et on a une autre implémentation avec English. Oui, c'est bien ça, ça marche, il n'y a pas de problème. Ça... Comment? Oui, donc il me demandait si donc sur le English, il y a @English, @secured et je ne sais plus ce que j'avais mis, @console. Et donc oui, dans ce cas-là, ça marche également. Si on fait @inject @English, on demande juste un subset des qualifiers du bin, donc ça marche tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais par contre, s'ils avaient exactement les mêmes qualifiers, ça ne pourrait pas marcher, ça sera ambigu. Donc retenez bien ça, puisque c'est utilisé ailleurs dans CDI, donc c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, ça peut être pratique de temps en temps. Donc un autre cas un peu spécial de CDI, c'est quand on ne veut pas utiliser de l'injection directe. Donc là, tout ce qu'on a vu, c'était de l'injection un peu directe dans nos bins, mais parfois, on a besoin d'être un petit peu plus souple. On a besoin de faire quelque chose d'un peu plus lazy, quoi, de pouvoir choisir ce qu'on injecte à un moment donné et injecter différentes choses suivant les différents, quand se passe l'appel, par exemple. Donc pour ça, CDI nous fournit une classe qui s'appelle instance. Donc c'est une interface qui a un type générique. Donc ça va être le type de bin que vous allez vouloir injecter. Donc vous injectez instance avec un type générique qui va bien. Et via l'objet injecté, vous allez pouvoir récupérer, filtrer, sélectionner des instances de bin et les récupérer assez simplement. Donc la méthode de base pour ça, c'est la méthode get. Donc vous faites service.get et vous récupérez la première instance qui est dans l'application. Donc là, ça veut dire qu'en gros, si j'injecte instance de Hello Service, en fait, le instance, il va contenir les 2 implémentations que j'ai, English et French. Donc si je fais un get, suivant comment ça a été ordonné au démarrage du conteneur, par exemple, je vais me ramener soit le English, soit le French. Donc,
Donc en plus sur instance, on a 2 ou 3 méthodes assez sympas pour vérifier si il existe bien des bins qui correspondent à ce type-là. S'il en existe plusieurs, on peut même itérer dessus, mais ça c'est Antoine qui vous montrera ça tout à l'heure. Donc on a quelque chose d'assez pratique pour pouvoir sélectionner le genre de bin qu'on veut au runtime. Donc si on veut sélectionner quelque chose d'un petit peu plus précis, on va pouvoir filtrer en fait quelle instance on veut récupérer, quelle instance de bin on peut récupérer via le instance de Hello Service. Donc pour faire ça, on a une méthode qui s'appelle select, dans laquelle on va pouvoir passer des instances d'annotation. Alors une annotation, c'est censé être une interface. Donc pour créer des instances d'annotation, en fait, CDI propose une petite classe magique, on va dire, qui s'appelle Annotation Literal. Donc on lui passe juste le type générique de l'annotation, donc mon @French de tout à l'heure. Et CDI prend ça comme une instance d'annotation et peut donc filtrer quelle est l'instance de Hello Service que nous souhaitons récupérer. Donc ensuite, une fois qu'on a fait la sélection, on fait un get dessus et on récupère l'instance de French Hello Service. Oui. C'est service ou services? Ah oui, c'est services, c'est une erreur de ma part. Donc la question c'était en gros là sur la ligne après display, j'ai mis service, ça devrait être services. C'est une erreur de code. Une petite précision sur le mot-clé Oui, Ateni qu'on a devant le @inject. Donc ça c'est un mot-clé CDI aussi qui veut dire n'importe quel qualifier. Donc ça veut dire que ça permet de récupérer dans l'objet instance, de récupérer toutes les instances avec tous les qualifiers possibles de Hello Service. Ne pas l'oublier, sinon on peut avoir aussi des surprises. On n'a pas forcément toutes les instances qui nous intéressent. Si on fait le @inject sans le Ateni, en fait, on n'aura que les instances non qualifiées. Non qualifiées. Ah, donc que l'instance non qualifiée. C'est ça. Donc à retenir si vous faites du CDI. Donc un autre point très important dans CDI, donc CDI c'est-à-dire Context and Dependency Injection, donc forcément, donc c'est la gestion des contextes ou des scopes, vous pourrez entendre les deux mots. Donc en fait c'est la manière de gérer le cycle de vie des bins. En gros un bin à un moment il va être créé, enfin les instances de bin à un moment vont être créées et à un autre moment elles vont être détruites. Donc ça en fait on va pouvoir gérer à quel moment les instances sont créées et à quel moment les instances sont détruites. Donc une instance va pouvoir être créée tout le temps. Dès qu'on demande une instance de bin, on crée un nouveau bin. Mais on va pouvoir également demander est-ce qu'il n'y ait qu'une seule instance qui se crée par application ou par session web ou par requête web ou par thread ou par tout ce que vous voulez en fait. Donc de base, CDI va vous proposer quelques contextes sympas. Donc il y a un contexte request. Donc pour en gros, on va avoir une instance unique de bin par requête web. Donc dans une application JSF par exemple. On va avoir un contexte session, donc là c'est la même chose mais pour la session web, donc très sympa pour faire des paniers dans vos applications ou des choses comme ça. On va avoir un contexte conversation, donc ça c'est en JSF2, on a la notion de conversation qui est apparue. Donc une conversation c'est un truc, c'est un enchaînement de plusieurs pages web où on va dire ici je commence une conversation, je passe 10 pages web et ici je finis ma conversation. Donc là encore on va avoir une instance unique sur toute la durée de cet enchaînement de pages. Donc on a également un scope qui s'appelle application. Donc là on fait une sorte de singleton pour toute la durée de l'application. Le bin est créé au démarrage de l'application et il est détruit à la fin de à l'undeploy de l'application. Et puis on a un scope singleton, donc vous allez me dire mais c'est la même chose que l'application scope. Donc pas tout à fait, c'est un scope en fait qui vient de la JSR 330 et c'est un scope un peu enfin ce que je conseille c'est de ne pas s'en servir en Java EE, ce qu'il faut utiliser c'est le application scope. Donc c'est plus ou moins la même chose mais il y a une petite différence sémantique. Juste préciser pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est parce que CDI va en général vous proposer des proxys autour des bins qui vont permettre par exemple d'injecter des bins de scope session dans des bins de scope application. Donc le seul moment où votre bin sera, enfin les deux moments où votre bin ne sera pas proxifié, c'est s'il n'a pas de scope, donc il est dans un scope dépendant, donc il est injecté tel quel, et s'il est en scope singleton, donc il ne sera pas proxifié. Donc ça peut poser des problèmes, notamment pour tout ce qui est serialisation.
Si votre singleton est injecté dans plusieurs endroits, vous risquez d'avoir des problèmes, des duplications de la chose. Alors que s'il est proxifié, le conteneur sera géré à la serialisation de la question. Donc on préférera utiliser le scope application pour cette raison. C'est ça. Et ce qu'il y a de bien avec les contextes, c'est que, donc, en plus de ces scopes qui couvrent, on va dire, 80% des applications communes, via le système d'extension dont Antoine va vous parler tout à l'heure, de CDI, on va pouvoir créer des scopes personnalisés, donc des contextes personnalisés qui vont répondre à vos besoins métiers. Donc imaginons, donc je veux créer une application de e-commerce avec un système de panier. Donc vous savez tous comment ça fonctionne, hein, Amazon ou autre. Donc pour dire que mon bin est dans un contexte différent que... Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bin qui n'a pas de contexte marqué, spécifiquement sur lui, il va être en scope dépendant. Donc le scope dépendant, ça veut dire dès que je demande l'injection d'une instance de ce bin, on va créer une nouvelle instance à chaque fois. C'est le scope de base qu'il y a sur tous les bins dans lesquels on n'a pas spécifié un scope spécifique. Donc là, imaginons que je fais mon panier, j'ai un cart bin. Je vais dire, bon, ben ce bin, il est dans le contexte de ma session web. Donc, je rajoute juste add session scope. Et là, ça veut dire que sans avoir besoin de jouer avec votre base de données ou autre chose, vous allez pouvoir empiler des items dans votre panier et tout va être sauvegardé automatiquement par le côté stateful de JavaE. Dès que vous reviendrez sur une page, votre panier sera toujours rempli avec les items que vous avez mis dedans. Puis ce que vous pouvez faire, c'est dire, bon ben, pour que ce soit plus simple, mon panier, pour que ça consomme moins de mémoire, mon panier va être application scope. Donc là, fail forcément, c'est un singleton. Donc ça veut dire que tout le monde va se partager le même panier. Donc ça peut être sympa si c'est pas vous qui payez, mais voilà quoi. C'est des achats groupés quoi. C'est ça. Donc vous pouvez également